Mes chers amis, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode des routes de l'électron. Nous allons continuer notre exploration de la matière, là où nous l'avions laissée la dernière fois, à la fin du XVIIe siècle, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Aristote aura marqué l'histoire de son empreinte quasi indélébile. Alors, asseyez-vous confortablement, abonnez-vous, et je vous retrouve après le générique. À la fin du XVIIe siècle, l'alchimiste allemand Johann Joachim Becher, empreint des théories d'Aristote, chercha à expliquer la combustion des corps et introduisit par la même occasion une notion qui opposera la communauté scientifique jusqu'au début du XIXe siècle. Si on reprend les préceptes d'Aristote, la matière est composée d'eau, de feu, d'air et de terre. Pour Becher, la terre constituant la matière pouvait être divisée en trois catégories. La terre mercurielle ou terra fluida, la terre vitrifiable ou terra lapida, et la terre sulfureuse ou inflammable ou terra pinguis. C'est la terre inflammable qui expliquerait, selon Becher, la combustion des corps. Aristote avait utilisé le terme de phlogiston pour désigner la combustion accompagnée de flammes. Ce terme fut réutilisé par Becher dans son ouvrage Physica Subterranea en 1669 pour caractériser cette combustion. Les travaux de Becher furent ensuite repris par son élève, le chimiste allemand Georg Ernst Stahl, dans son ouvrage Specimen Bescherianum en 1702. Stahl y développa complètement le concept de phlogiston. Il attribua à la terre sulfureuse ou inflammable le nom de phlogistique. Tout corps inflammable contient du phlogistique, le principe du feu, qui confère à ce corps sa couleur et son odeur. Lors de la combustion, le phlogistique se dégage du corps sous forme de flamme. Cependant, cette notion suggérait que le corps perdait en masse après combustion. Or, Robert Boyle avait constaté que la combustion des métaux s'accompagnait d'une augmentation de masse. Mais Stahl définit que le phlogistique avait une pesanteur différente. Le chimiste français Étienne-François Geoffroy, en se basant sur des observations, établit en 1718 un tableau connu sous le nom de tableau des affinités, avec en tête de colonne des substances chimiques et en dessous d'autres substances chimiques avec lesquelles elles se combinent. C'est le premier prototype d'un tableau de classification des éléments chimiques. En 1765, le physicien et chimiste britannique Henry Cavendish isole un gaz qu'il appelle air inflammable et est persuadé d'avoir trouvé du phlogistique pur. En 1772, le chimiste suédois Carl William Scheele et en 1774, le théologien anglais Joseph Priestley isole un gaz qui sera nommé air déphlogistiqué car il ne brûle pas. Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, en 1777, Antoine Laurent de Lavoisier écrivit un mémoire intitulé « Réflexions sur le phlogistique » pour servir de développement à la théorie de la combustion et de la calcination. Il renomma l'air inflammable en hydrogène, car générateur d'eau, en contact d'un autre gaz, l'air déphlogistiqué, qu'il renommera oxygène. Oxygène, car il pensait à tort que ce gaz, en se combinant à d'autres éléments, créait les acides, et c'est pour cette raison qu'il le nomma ainsi, du grec oxys et genès, c'est-à-dire générateur d'acide. Sa réflexion sur le phlogiston sera inclus dans le recueil de l'histoire de l'Académie des sciences de 1783. Antoine Laurent de Lavoisier s'en prend violemment au phlogistique et principalement à la théorie développée par Stahl. De par ses expériences et observations, il déclare que tout s'explique sans le recours au phlogistique qu'il qualifie comme, je cite, « erreur funeste de la chimie », voire page 506 de ce recueil. À cela, il adopte le concept que le chimiste écossais Joseph Black présenta en 1764 en substantifiant la chaleur à un fluide igné nommé calorique. Lavoisier infirma donc la théorie aristotélicienne qui avait encore cours, et avec Pierre-Simon de Laplace établit expérimentalement que la chaleur n'était pas liée au fameux phlogistique évoqué pour la première fois par Aristote pour désigner le phénomène de combustion d'un corps accompagné de flammes.
Avec les chimistes français Louis-Bernard Guiton de Morveau, Claude-Louis Berthollet, Antoine-François de Fourcroy, Pierre-Auguste Adet et Jean-Henri Hassenfratz, Antoine Laurent de Lavoisier publie la méthode de nomenclature chimique, où tous les anciens noms des composés ou éléments chimiques tels que acide nitreux blanc ou encore air déphlogistiqué en passant par couperole verte et méphite martial sont mis à plat pour d'une part faire l'inventaire et d'autre part utiliser des noms plus évocateurs du point de vue chimique. Ainsi, le méphite martial devient le carbonate de fer, la couperole verte devient le sulfate de fer, l'air déphlogistiqué devient l'oxygène, etc. La méthode de nomenclature chimique est de plus une nouvelle approche dans la classification des éléments. Lavoisier fit aussi le constat lors de ses expériences quantitatives, notamment avec la combustion du phosphore et du soufre dans l'air, que la masse des réactifs avant et après l'expérience, même si la matière changeait d'état, restait invariante. D'où sa fameuse loi de conservation de la matière, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. En 1789, dans son traité élémentaire de chimie, il écrivit ces lignes en parlant de la création des produits comme l'alcool issus de la fermentation du raisin. Cette opération est une des plus frappantes et des plus extraordinaires de toutes celles que la chimie nous présente. Et nous avons à examiner d'où vient le gaz acide carbonique qui se dégage, d'où vient l'esprit inflammable qui se forme et comment un corps doux, un oxyde végétal, peut se transformer ainsi en deux substances si différentes, dont l'une est combustible, l'autre éminemment incombustible. On voit que pour arriver à la solution de ces deux questions, il falloit d'abord bien connaître l'analyse et la nature du corps susceptible de fermenter et les produits de la fermentation. Car rien ne se crée, ni dans les opérations de l'art, ni dans celles de la nature, où l'on peut poser en principe que dans toute opération, il y a une égale quantité de matière avant et après l'opération, que la qualité et la quantité des principes est la même et qu'il n'y a que des changements, des modifications. Dans ce même traité, il établit un tableau des substances simples, un pas de plus vers le tableau de classification périodique des éléments. Malheureusement, la Révolution française aurait eu raison de ce savant exceptionnel. De l'autre côté de la Manche, en 1774, le chimiste irlandais Brian Higgins fonde à Londres une école de chimie. Il y enseigne que la matière était constituée d'atomes globulaires entourés d'une atmosphère composée de calorique, le fluide imaginé par Joseph Black. Selon Higgins, les atomes de même nature se repoussaient alors que les atomes de nature différente s'attiraient de telle sorte que les combinaisons d'atomes se faisaient en équilibrant les forces de répulsion et les forces d'attraction, phénomène que Brian Higgins appelait saturation. Il publia sa théorie de la saturation dans son livre A Philosophical Essay Concerning Light en 1776. Il eut pendant un temps son neveu William Higgins en tant qu'assistant. William Higgins développa les théories de son oncle dans son ouvrage Comparative View of the Phlogistic and Antiphlogistic Theories en 1789. Dans cet ouvrage, il aborda le sujet des liaisons entre ce qu'il appelait les particules ultimes, qu'on connaît, nous, comme atomes, préfigurant le concept des liaisons de valence. Ces liaisons qui assurent la cohésion entre les atomes d'une même molécule. Il pensait que les combinaisons moléculaires étaient principalement dictées par des forces attractives. Il prit l'exemple d'une particule ultime d'azote et plusieurs particules ultimes d'oxygène, et fit l'hypothèse que la force de liaison décroissait au fur et à mesure que les particules ultimes d'oxygène venaient se rajouter à la particule ultime d'azote. C'est en 1792 que le chimiste allemand Jeremias Benjamin Richter proposa sa loi dite des proportions définies. Il avait fait le constat que, pour une réaction chimique donnée, le rapport des masses des réactifs nécessaires à la réaction était constant. Par exemple, si pour qu'une réaction chimique se produise et consomme X grammes d'un réactif A, il faut Y grammes d'un réactif B, alors que le rapport X sur Y est constant. Richter, sur la lancée, énonça le principe d'une nouvelle science, la stoichiométrie, ou l'étude des proportions dans lesquelles des éléments chimiques vont réagir les uns avec les autres au cours d'une réaction chimique. En 1793, le chimiste français Joseph-Louis Proust, non, pas ce Proust-là, hein. Oui, celui-là,
Joseph Louis Proust, alors en Espagne, compléta le travail de Richter sur la loi des proportions définies. Depuis 1786, sur les recommandations de son ami Antoine Laurent de Lavoisier, Proust enseignait à l'école royale d'artillerie de Ségovie en Espagne. Du fait du retard scientifique espagnol, les scientifiques avaient dû être recrutés à l'étranger. Là, Proust avait à sa disposition un laboratoire très bien équipé, un des mieux équipés d'Europe, ce qui lui permit d'asseoir ses convictions sur le résultat de très nombreuses analyses. Il publia ses découvertes en Espagne en 1795 et en 1797 en France. La loi des proportions définies, selon Proust, est la suivante. Tout composé, quelle qu'en soit l'origine, se caractérise par un rapport en poids constant des éléments qui le composent. Par exemple, l'eau, quelle qu'en soit sa provenance, contiendra toujours 88,9% d'oxygène et 11,1% d'hydrogène. De même, l'oxyde de mercure contiendra toujours 92,6% de mercure et 7,4% d'oxygène. Richter et Proust n'ont absolument pas prouvé l'existence de l'atome, mais ont développé une loi qui permettra à un certain John Dalton, dont nous parlerons dans le prochain numéro, de le faire. Un peu plus tôt, en 1800, le comte du royaume de Lombardie-Vénétie, Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, invente la première pile voltaïque, qui est un empilage de disques de zinc, de disques de cuivre ou d'argent, séparés par un morceau de tissu imbibé de saumure, de l'eau saturée en sel. Une tension électrique apparaît aux bornes de l'empilage. D'ailleurs, pile vient de empilage. Le 1er mai 1800, les Britanniques William Nicholson, chimiste, et Anthony Carlyle, chirurgien, expérimentent la pile de Volta en réalisant avec cette dernière un circuit fermé avec un fil d'acier. Une goutte d'eau fut alors rajoutée sur le disque le plus haut pour aider la conduction électrique avec le fil d'acier. Carlyle remarqua alors un dégagement gazeux de la goutte d'eau. Il reconnut à l'odeur une émanation d'hydrogène. Le lendemain, le 2 mai, ils recommencèrent l'expérience. Ils eurent l'intuition que ce dégagement d'hydrogène venait de la décomposition de l'eau. Donc, ils eurent l'idée de substituer le fil d'acier par un tube rempli d'eau relié aux extrémités de la pile de Volta par 2 morceaux de fil de laiton. De la partie immergée du fil de laiton relié au disque de zinc, ils revirent le même dégagement gazeux, dégagement d'hydrogène, alors que la partie immergée du fil de laiton relié au disque d'argent devint terne et noirci, attaqué par les émanations d'oxygène. Carlyle et Nicholson eurent une autre intuition, celle de remplacer les fils de laiton par du métal résistant à l'oxydation, le platine. Ils recommencèrent donc l'expérience avec 2 fils de platine et virent cette fois une émanation d'hydrogène sur le fil relié au zinc et une émanation d'un autre gaz, l'oxygène, sur le fil de platine relié au disque d'argent. L'émanation d'hydrogène était 2 fois plus importante que l'émanation d'oxygène. Il venait de réaliser l'électrolyse de l'eau. Il venait, grâce à l'électricité, de casser les molécules d'eau, H2O, en molécules de dihydrogène et en molécules de dioxygène. Le chimiste et physicien Michael Faraday s'intéressa à l'électrolyse de l'eau en tant qu'instrument de mesure pour mesurer la quantité d'électricité. Cet appareil de mesure, il le nomma volta-électromètre, que le physicien et chimiste britannique John Frederick Daniell renomma en voltamètre, à ne pas confondre avec un voltmètre. En étudiant plus en avant l'électrolyse, Faraday eut la conviction qu'au sein même des molécules, les forces de combinaison chimique étaient de nature électrique. Il publiera dans son ouvrage Experimental Researches in Electricity en 1839 « Bien que nous ne sachions rien de ce qu'est un atome, nous ne pouvons cependant pas nous empêcher de penser à une petite particule. Et bien que notre ignorance en matière d'électricité soit grande, si ce n'est plus, il y a pourtant une immensité de faits qui nous amène à croire que les atomes de matière sont en quelque sorte dotés ou associés à des puissances électriques, auxquelles ils doivent leurs qualités les plus marquantes et parmi elles, leur affinité chimique mutuelle. » Mes chers amis, nous voici arrivés à la fin de cette deuxième partie de l'exploration de la matière. Si cela vous a plu, lâchez-vous en commentaire, tapez sur le pouce en l'air. Quant à moi,
je retourne sur les routes de l'électron et au plaisir de vous y croiser à nouveau. Et d'ici là, mes chers amis, portez-vous bien.